faire. Et puis, eh bien, on est heureux d'ouvrir le bal avec vous pour ces 6 rencontres en live. J'espère que l'an prochain, on pourra être dans un grand théâtre tous ensemble, comme on l'a fait les années précédentes. Mais donc, on vous proposera d'autres rencontres avec les 5 autres finalistes avant que vous votiez tous et puis qu'on vous annonce le lauréat le 5 juin. Et puis, pour vous interviewer ce soir, Lola, Fabrice Blondeau, donc le frétillant, pétillant libraire de la librairie Dédicace à Rueil-Malmaison, qui donc, voilà, donc tout le monde le voit, qui va voilà, interviewer Lola Lafont et qui est le libraire qui a plébiscité votre roman, Lola, dès le début de l'année pour qu'il soit dans la sélection. Fabrice et Lola, je vous laisse nous régaler. Eh ben, on va essayer en tous les cas de passer un moment et de découvrir un petit peu mieux à la fois Lola Lafont et son œuvre, puisque en fait, l'ambition, c'est pas forcément simplement de parler de Chaviré, même si on va parler de Chaviré, mais c'est de découvrir un petit peu plus l'univers de Lola Lafont. Et puis, alors cette réunion, elle a failli se dérouler en octobre dernier, puisqu'il était prévu que vous veniez Lola à la librairie Dédicace, et c'est parfait qu'elle puisse se dérouler dans ce contexte-là, et donc contexte qui accueille les 11 autres librairies de Libraire en Scène. Donc bonjour, je vais vous laisser quand même nous dire bonjour, Lola. Oui, bonjour à toutes et tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous, j'allais dire de vous voir, mais oui, je vous vois quand même, mais, et puis de faire une rencontre, même si voilà, on commence à s'habituer et j'espère pas trop à être comme ça séparés. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'on arrivait quand même à se dire pas mal de choses dans les rencontres en attendant les vraies. Mais ça me manque vraiment plus que je pouvais imaginer, les rencontres en librairie. Il y a une sorte de frustration, en fait, en dépit du très beau parcours du roman. Je me rends compte aujourd'hui j'ai vu personne. Oui, c'est ça. Oui. Donc Ouais, pour vous, ça fait vraiment partie de votre activité mais oui, d'écrivain. C'est-à-dire mais oui. il y a quand même des moments où vous en avez un petit peu assez, non? J'allais le dire pour être parfaitement honnête, c'est qu'en général, je termine sur les genoux, Voilà. complètement blême, et puis je dis, je m'aperçois que je suis plus assez disponible et quand il y en a trop, trop, trop. Mais n'empêche que là, Oui. je me rends compte que ces rencontres, vous savez, le fait de prendre le train, d'aller là, là et de rencontrer les gens, c'est il se passe vraiment à chaque fois quelque chose et ça peut être quelque chose de dérangeant, ça peut être formidable, mais il se passe toujours quelque chose qui vous fait un peu bouger. Alors Julie, moi je ne vois plus Lola. Je ne sais pas Ah, si. moi, je vois tout le monde. Alors bon, voilà, détail, mais bon, c'est pas très grave. J'aime beaucoup l'équipe autour de Aude. Oui, Ça, voilà, ça c'est c'est l'équipe de Dédicace, ah voilà. ouais, 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 là, je vois Je 4 les personnes. salue. Euh, donc, euh, pour vous présenter donc Chaviré, un petit peu Chaviré, votre 6e roman. On va dire quand même quelques mots de votre parcours et de votre parcours de vie, puisqu'en fait, vous êtes né, je ne dirai pas la date, mais de parents d'un père français qui était professeur de littérature, spécialiste du XVIIIe siècle et de Diderot en particulier, et d'une mère qui était originaire des pays de l'Est. Et en fait, très, très jeune, vous êtes parti vivre, les suivre dans différents pays de l'Est et en particulier en Roumanie. Peut-être quelles sont les images qui vous restent aujourd'hui de ce démarrage, de cette enfance passée dans un univers qui, à la plupart d'entre nous, est assez étranger. Oui, j'ai été élevée en Bulgarie, en Roumanie et j'y retourne. Donc, effectivement, il y a deux Roumanies pour moi. Il y a celle de l'enfance et puis celle bien actuelle. Les images, euh, les images qui me restent, et peut-être ça a un rapport après avec le choix de l'écriture, sont parfois plus grandes que la vie. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de fiction à l'œuvre un peu en permanence.
dans le culte de la personnalité de Ceausescu et la ville vraiment remplie de grands portraits, dans toutes les petites choses qui faisaient un quotidien si différent de ceux des jeunes Français que j'ai rencontrés quand je suis arrivée à Paris, c'est-à-dire que je savais ce qu'il ne fallait pas dire en public, je savais qu'il y avait des micros dans les appartements, voilà, le quotidien était très différent et c'était ma norme. Donc, ces images-là me restent en même temps des visages, qui manquent parce que il y a des gens que j'ai jamais pu revoir entre les années où on est parti et quand j'ai pu revenir. Donc des gens très chers qui sont morts avant qu'on puisse se revoir. Voilà. Oui, sans doute que j'ai eu une enfance un peu hors norme, d'une certaine façon, qui moi m'a paru très banale. Donc c'est très difficile de me mettre à l'extérieur de cette enfance. Moi, c'est comme tout le monde. Moi, j'étais dedans, donc. Et le choc, vous êtes revenu en France à 12 ans, c'est ça à peu près? Ouais, 12 ans et demi, 13 ans, ouais, je pense. Voilà, et ça a été, j'imagine, quand même quelque chose de difficile, en tous les cas, un contraste assez fulgurant. Ah, ça a été un grand choc, en fait. Oui, ça a été un grand choc, la découverte de Paris. Un choc aussi heureux. C'est pas un choc négatif. C'est-à-dire que je me souviens des odeurs du choc du métro. Ça m'a ébloui, le métro. Et puis, alors étrangement, je le dis depuis longtemps, mais j'ai envie de le répéter. Le choc que j'ai eu, c'est évidemment celui de la consommation, parce que je venais quand même d'un pays qui était supra-communiste, c'est-à-dire que dans le bloc de l'Est, la Roumanie, c'était quand même le plus dur, le régime le plus dur. Donc, les étals vides, les queues. Donc, moi, quand je suis rentrée dans un Monoprix qui s'appelait Prise Unique à l'époque, euh, ça m'a vraiment choquée et éblouie parce que j'étais ado, donc en même temps j'avais vraiment envie de tout avoir et donc j'étais complètement ivre en permanence, complètement ivre de consommation et j'ai eu en même temps le choc de la pauvreté dont je me souviens encore aujourd'hui d'avoir vu il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais d'avoir vu des SDF, ce qu'il n'y avait pas en Roumanie puisque bon, on rentrera dans cette discussion-là plus tard, mais de fait, je ne défends pas le régime roumain, mais de fait, il n'y avait pas de SDF parce que les gens avaient tous un travail, un logement, c'était tout à fait une autre organisation. Donc ces deux chocs-là, consommation et pauvreté, sont vraiment des choses, oui, qui m'ont frappée. Et donc, est-ce que c'est donc, j'imagine, en partie pour évoquer, pour partager avec nous, lecteurs a priori occidentaux, que vous avez publié votre quatrième roman sur Nadia Comaneci, la petite communiste qui ne souriait jamais. J'imagine que une des motivations, c'était de pouvoir nous faire partager cette expérience-là. Oui, je pense que quand j'ai commencé ce roman-là, il y avait le désir comment dire, le désir de faire voir, de donner à voir, à lire la Roumanie et ce que c'était au quotidien, autrement que par le cliché, surtout hollywoodien, le cliché de la tristesse, de la grisaille, du malheur. Moi, je savais que tout ça était bien plus compliqué, évidemment, et j'avais vraiment envie d'un dialogue Est-Ouest qui est mis en scène entre la narratrice et la gymnaste, et j'avais envie un petit peu de bousculer peut-être la certitude d'un bloc de l'Est très uniforme, comme ça. Il y avait quelque chose de ça. Et pour moi, la petite communiste, même si c'est l'histoire d'une gymnaste qui est Nadia Comaneci, pour moi, maintenant, avec le recul, je m'aperçois que c'était une biographie de l'enfance, une biographie impossible à écrire. Parce que la narratrice n'arrive pas à écrire la biographie, parce qu'on ne peut pas écrire une biographie de quelqu'un, on ment toujours, on ne sait jamais, on se heurte. Ça me passionne, moi, vraiment, l'impossibilité d'approcher de la vérité. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était cette enfance dont on parlait, c'est-à-dire celle
que Nadia Comaneci n'a pas le droit de vivre, et puis celle à laquelle elle est assignée en permanence, c'est-à-dire que dès qu'elle va grandir, dès qu'elle va passer la puberté, il y a un flot de haine qui va se déverser sur elle, de commentaires sur son corps, de jugements sur son corps, de haine de la féminité qui, moi, au moment des recherches pour faire le livre, ça a été le grand choc. En fait, le choc dans la presse occidentale, pour moi, ça a été de voir l'amour fou qu'elle a suscité à l'âge de 12 ans et de l'autre côté, la haine à partir de l'âge de 15. Ça m'a vraiment interrogée. Mais Nadia Comaneci était, on va peut-être dire un peu qui elle était, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens qui ont connu Nadia, qui est, bon, on peut la connaître sans avoir assisté aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, mais bon, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors, il faut, le roman s'ouvre sur une scène assez extraordinaire, qui est quand même cette compétition à Montréal, où cette gymnaste qui a 14 ans à l'époque fait un concours qui est tellement admirable que tout le monde s'attend à un triomphe, et le score qui s'annonce, je vous laisse le dire. C'est 1,00, puisqu'elle fait dérailler les ordinateurs de l'époque qui ne sont pas prévus, qui ne peuvent pas enregistrer des notes si élevées, et au lieu d'afficher 10, l'ordinateur affiche 1,00. Et évidemment, une scène pareille, en fait, un choc pareil, est tellement romanesque. Et j'ai travaillé beaucoup avec des vidéos qu'on trouve partout. Hein. D'ailleurs, c'est assez important. Je vais insister sur ce point-là parce que on en parlera peut-être dans qu'est-ce que ça veut dire la documentation quand on est romancier. Moi, j'aime bien dire que mon matériau, vous pourriez tous l'avoir, et j'y tiens assez en fait, parce que c'est pas ça qui compte. C'est pas la recherche du document précieux, de la chose que personne n'aura. Ce qui compte, c'est la façon de le voir. Et je crois que moi, j'ai l'impression qu'écrire, c'est ça. C'est comment vous regardez quelque chose. C'est pas la chose en elle-même. C'est-à-dire, c'est pour ça que Anna Karénine est géniale et que Madame Bovary est géniale, mais c'est jamais que des histoires très simples, en fait. C'est le regard qui compte. Donc, en fait, là, cette scène-là, elle est à la fois absurde, magnifique. La machine déraille, l'enfant fait dérailler la machine, mais pas que l'enfant. La construction qu'elle est aussi, hein, cette athlète méga construite pour gagner. Donc voilà, c'était très intéressant d'écrire cette scène-là en ouverture. Oui, puisqu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, elle a donc 14 ans, et une scène qui se passe quelques temps avant, il y a la délégation roumaine est invitée à Paris pour un concours de gymnastique, et quand la Fédération française de gymnastique voit la liste des participants, elle dit c'est pas possible, c'est pas des gens de cet âge-là qui vont participer à un concours de grand, un concours sérieux, et il les envoie dans un gymnase où il y a une rencontre pour je sais pas comment, pour cadet ou je ne sais pas quelle catégorie, tellement ça paraît extraordinaire d'aligner dans des compétitions seniors des enfants, en fait. Donc ce personnage de Nadia Comaneci, il faut aussi se rendre compte que ça a été à l'époque une passion partagée à la fois par l'Ouest et l'Est. C'est-à-dire que… Oui, ça a été une passion partagée, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'ironique dans le fait que les pays occidentaux tombent amoureux d'un pur produit de l'école communiste en pleine guerre froide. C'est quand même, ça manque pas de piquant. Et qu'en même temps, chaque régime politique, et c'est vrai que ça c'était un peu au centre de la narration, chaque régime politique a essayé de tirer le maximum d'elle. Que ça soit pour en faire un symbole politique, ou que ce soit pour en faire un poster ou autre chose, il y a eu vraiment une surexploitation de la personne Nadia Comaneci. Et oui, elle fait un parallèle d'ailleurs. Alors, avant d'aller là, je voulais juste revenir sur ce que vous avez évoqué sur le dispositif où il y a à la fois le récit, en fait, la tentative de reconstitution du récit de la vie de Nadia, et
des échanges avec Nadia pour valider certaines hypothèses, etc. Alors, je dois dire que moi, j'avais peut-être lu un peu trop rapidement l'introduction et j'y ai cru à 100%. Hein. Je me Mais suis c'est dit, formidable, moi je suis voilà, ravie. ah ben moi, j'accepte tout à fait d'être Oui. le lecteur lambda. Bon, alors en fait, on se rend compte que c'est quand même là aussi une construction. Donc, l'idée de ce dialogue-là, elle est venue comment et qu'est-ce Alors, qu'elle il est a venu comme apporté? à chaque fois que j'écris un roman, je commence à comprendre un peu comment je fonctionne, c'est-à-dire que je commence toujours par me tromper et par faire. Moi, je réécris énormément. Je suis pas du tout, je n'ai pas du tout le premier jet, c'est formidable, ça, je ne connais pas. Donc, en fait, je fais toujours quelque chose qui me rend furieuse et triste et malheureuse, et donc ça me pousse à faire autre chose et mieux. Je crois que maintenant j'ai compris. Et j'avais fait une version, j'étais aux 2/3, donc j'étais loin qui était sans le regard de Nadia Comaneci. Et donc, je me suis aperçue que ce qui manquait, c'était de lui donner la parole, justement, que ça reproduisait complètement le roman que j'étais en train d'écrire, reproduisait ce que je percevais, c'est-à-dire que tout le monde tournait autour d'elle dans une fascination et que je faisais pareil. Et je me suis dit, non, tant pis, il faut refaire. Il faut qu'à un moment donné, elle puisse contredire ce qui est dit sur elle. Il faut qu'elle puisse même vraiment dire ce qu'elle a à dire. Il faut qu'elle vienne, que ça soit pas un film muet, parce que toute sa carrière est un film muet. Donc voilà comment ce dialogue est arrivé. Alors, c'était notre point de départ, en fait. Effectivement, on suit à travers l'évolution de Nadia, au-delà de quand elle sort de cette période de l'enfance, l'adolescence étant un drame terrible pour elle, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, On suit à partir de là l'évolution malgré tout du régime roumain, oui, qui au départ de l'histoire était quand même un régime qui avait un peu la faveur de l'Occident, parce que c'était un régime un peu dissident, c'est un régime qui avait condamné l'invasion de la Tchécoslovaquie et qui voilà, était aux marges des pays non alignés, donc il y avait quand même un accueil très favorable de l'Occident. Donc c'est pas non plus complètement un hasard s'il y a eu cet engouement, peut-être, il y a peut-être aussi cet aspect-là. Et puis, au fur et à mesure, la situation roumaine empire et devient de plus en plus dramatique, en fait. oui, il y a eu effectivement ce qui était étrange pendant l'écriture aussi, c'était que finalement, quand bon, ça va vous paraître très banal, mais quand on habite quelque part, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, même si on a l'impression qu'on sait tout ce qui se passe politiquement. Il faut vraiment il faut vraiment un décalage historique, évidemment, pour comprendre. Et puis bon, moi j'étais beaucoup trop petite pour savoir ce qui se passait, j'étais là, bon. Euh, Au moment de l'écriture, pour ça, j'ai dû me documenter très banalement, qu'est-ce qui se passait. J'ai découvert des tas de lois dont j'ignorais totalement l'existence. Et à ce moment-là, effectivement, le régime roumain, j'ai dû l'analyser comme si je n'avais jamais vécu là-bas et le tresser avec le concret de ce que je connaissais, c'est-à-dire comment c'était d'aller faire ses courses, comment c'était de, de, de ne jamais savoir finalement qui allait vous qui allait parler de vous à la Securitate, tout en sachant que tout le monde le ferait et puis que c'était voilà, que chacun pouvait trahir quelqu'un et ça c'était quelque chose avec lequel j'ai dû prendre beaucoup de recul pour en faire quelque chose, pour en faire c'est une narratrice occidentale, ce que moi je n'étais pas en fait. Donc quand les gens pensaient que la narratrice c'était moi, d'une certaine façon j'ai trouvé que c'était intéressant et que c'était la force du roman, c'est d'avoir pu écrire à la place d'une Française 100% qui ne connaît pas la Roumanie. Donc, il y avait vraiment un jeu comme ça avec la documentation, une documentation sur ce que je connaissais, mais pas tout à fait. Alors, la présentation qu'on a faite de la petite communiste qui ne souriait jamais semble nous éloigner un petit peu de Chaviré, Mais alors qu'en non, fait, il y a quand même un pont entre les deux qui sont déjà ce travail du corps
entre la danse et la gymnastique, qui est dans les deux livres particulièrement bien décrits, bien traduits, avec des mots très concrets pour en parler. Donc une langue du corps qui est très forte, de ses souffrances et de ses exigences, et de sa contention quelque part aussi. Il y a aussi l'érotisation du corps de l'enfant, Oui. puisque Nadia Comaneci, avec ses petits rubans rouges dans les cheveux, quelque part, je crois qu'à un moment, vous les assimilez à des jarretières. Enfin, il y a quelque chose de l'érotisation de ce corps d'enfant qui, justement, dès qu'il devient un corps adolescent, ne rentre plus dans les canons qu'on attend de lui. Et puis, il y a aussi ce corps qui devient un objet de domination. Nadia adulte parle de son corps valise, en fait, un corps objectivé par les autres, parlant de son entraîneur comme étant son manager. Donc là, il y a quelque part un fil rouge entre les deux romans. Oui, 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 c'est sûr qu'il y a un fil rouge et puis on a toujours l'impression qu'on va écrire un autre roman et puis en fait voilà, on revient à des choses qui voilà je sais pas comment expliquer parce que dans Chaviré, il y a un des personnages qui dit à la fin qu'il faut écrire ce qui hante. Et quand j'ai écrit ça, je voulais pas dire qu'il faut écrire ce qui me hante, mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'écrire ce qui hante notre société, en fait, ce qui nous hante. Et clairement, la sexualisation des petites filles, des jeunes filles, est quelque chose qui hante notre société. Et c'est pas nouveau du tout, hein, mais c'est quelque chose qui moi, m'interroge, me sidère, en fait, voilà, comme données qui traversent les années. Parce que je me rappelle au moment de la petite communiste, où on me demandait, mais c'était pire donc dans les années 70? J'étais là, non, je pense pas. C'était un petit peu plus brutal, c'est-à-dire la façon dont les choses se passaient était un petit peu plus cash. Mais en réalité, aujourd'hui, je sais pas, je suis passée dans la rue il y a 2-3 heures, je traversais le pont à Châtelet, en fait, à Paris, et il y a une immense pub pour je sais plus qui, Saint-Laurent ou un autre, et clairement, la jeune fille a 13 ans. Et je me suis dit, oui, c'est intéressant ce genre de, de choses qui fait qu'on emploie des filles de 13 ans pour tenter de leur donner l'air de 25, et ça rend malheureux des femmes de 40. Enfin, il y a une sorte de truc comme ça voilà, qui est entre les deux romans. Vous avez raison, il y a cette interrogation sur la sexualisation des corps des jeunes femmes, des jeunes filles. Et il y a la danse ou la gym. Il y a, alors vous parliez de contraintes, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'interrogation de ce que c'est la contrainte qu'on choisit et de quelle possible liberté c'est de choisir une contrainte. Et qu'est-ce que c'est aussi de choisir quelque chose qui est si fugace que la danse, que la gymnastique, c'est-à-dire quelque chose pour lequel vous allez travailler des années et des années, dans la plupart du temps, une relative anonymat. En tout cas, dans Chaviré, les danseuses sont anonymes. Vous n'allez pas accéder à... C'est pas quelque chose d'individuel, c'est-à-dire, il n'y a pas 150 danseurs étoiles. Il y a des corps de ballet, il y a des danseurs en groupe. Dans Chaviré, c'est vraiment la danse ouvrière, c'est la danse qui est derrière les chanteurs. Et ça m'intéressait beaucoup. Un travail fou pour quoi, en fait? Et j'aime la beauté du geste, en général. La beauté de ce geste aussi, moralement, je veux dire, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous propose aujourd'hui. C'est pas du tout la gloire à l'individu, là. C'est l'amour du collectif, la danse. On peut pas danser seul, hein. C'est impossible. On ne danse qu'à plusieurs. Alors, on peut refaire une petite incursion dans votre vie, puisque la danse a été très importante dans votre vie. Donc, vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot. Et puis oui, après, par rapport à ce que vous avez dit sur la contrainte, bon, on ne va pas forcément beaucoup en parler, mais vous avez quand même dans certains de vos livres, vous avez une
position politique très rebelle, révolutionnaire. Et c'est vrai que ça paraît un peu contradictoire, ce désir de tout faire péter quelque part, et celui, c'est pour que vous vous exprimiez sur ça que je pose la question, et cette acceptation d'une telle discipline. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de détailler, mais moi, je sais pas si je veux tout faire péter, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont formidables et qui, au contraire, méritent d'être non seulement conservées, mais en plus, Défendu. voilà, la littérature en fait partie. Je ne veux pas du tout qu'elle disparaisse, au contraire. Ce qui m'intéresse, vous avez employé le truc de tout faire péter. Ce qui m'intéresse, et on n'en a pas encore parlé, c'est que je ne crois pas, je ne veux pas écrire un roman dont le contenu ne fait pas bouger la forme. Parce qu'on parle souvent. Moi, je m'intéresse beaucoup à la forme des romans, de comment c'est raconté, des films aussi, comment on nous raconte des histoires. Parce que je trouve impossible pour moi de vous raconter, de vous parler de quelque chose qui hante, j'allais dire, qui est fondamental pour moi, et qu'en même temps la forme reste polie, prudente. Si je ne suis pas un petit peu imprudente, et si je vous propose pas quelque chose qui vous fait aussi voir l'horizon un peu différemment, je suis lâche. Et je crois que là, on peut pas, c'est sérieux le temps des gens. Vous allez prendre du temps à lire, vous allez prendre du temps à regarder un film, donc on ne peut pas jouer avec le temps des gens, je pense. Donc il vaut mieux écrire moins, à mon avis, mais attendre que ça soit essentiel. Et c'est essentiel pour moi de vous dire ces histoires-là. Donc sinon, je le fais pas. C'est pas contradictoire parce que quand j'ai parlé de contrainte, il y a évidemment une grande différence entre la contrainte imposée et là, je parlais vraiment d'une discipline choisie. Et c'est très différent. Et oui, c'est vrai que moi, ma vie a été, alors oui, c'est bizarre, mais extrêmement marquée par la discipline que j'ai choisie. J'ai choisi la danse très, très petite. Et donc, j'ai eu toute une première partie de vie qui a été totalement dans ça, dans la danse. J'ai pas eu une adolescence qui ressemble aux autres, etc. Et j'en suis heureuse, en fait. Je fais un grand parallèle entre la danse, la pratique aussi d'un instrument et l'écriture, la même solitude et le même fait, la quête, en fait, la quête du bon mot, la quête du bon geste. Il y a un rapport, et puis dans la danse, il y a quelque chose que vous ressentez très bien quand vous vous relisez. Vous êtes face à vous-même et vous ne pouvez pas vous raconter des histoires. Quand c'est très très mauvais, vous le voyez tout de suite. Vous êtes seul, c'est un peu l'ego prend une grosse claque, mais c'est important aussi, je trouve. C'est un peu comme devant la glace, quoi, quand on Ah oui, oui, quand on danse, on se voit, c'est comme ça. ne pardonne pas. Alors parlons de la forme justement de Chaviré. Ce qui est notable, c'est que Chaviré, en fait, le cœur de l'histoire, c'est, alors on va pas dire une nouvelle, mais c'est une novella peut-être, c'est 80 pages qui vont raconter ce qui se passe entre 12 ans, 5 mois et 1 semaine, et 13 ans, 6 mois et 8 jours, et puis un petit peu après, Oui. qui va faire 80 pages où tout se noue, et puis une dizaine, enfin 10 autres chapitres qui, eux, vont être beaucoup plus courts, qui même pour certains, à la fin, vont faire 1 page, hein, je crois, et qui vont être à chaque fois, qui vont eux peut-être pouvoir ressembler à des petites nouvelles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les personnages qui sont des personnages secondaires, ou séquents ou marginaux, de Ouais. côté, vont apparaître. Ils vont avoir quelques lignes, quelques paragraphes pour exister. On est pris par ces histoires-là. Parfois, on se demande le rapport avec l'histoire initiale. Parfois, on a quand même quelques indices. Et c'est une construction qui est tout à fait intéressante, et qui est un petit peu et donc qui demande, et je pense que parmi nos lecteurs, il y en a peut-être que ça a pu dérouter, qui demande d'avoir une lecture créative quelque part
combler un peu les blancs pour reconstituer un petit peu ce qui aurait pu être une narration plus linéaire. Moi, Donc, je dirais une lecture active. J'aime voilà, bien quand le lecteur est actif, mais je ne fais vraiment pas ça je sais pas comment vous dire, pour le perdre. je ne me dis pas: «Oh là là, je vais faire un truc», je me dis pas du tout ça. Je me dis, Cléo reflète les autres, on est la somme de ces rencontres. Je crois vraiment ça, je crois enfin, on le sait, on est la somme des gens qu'on rencontre. Les rencontres nous modifient en permanence. C'est peut-être, mon optimisme de me dire qu'effectivement on est modifié, on n'est pas une chose comme ça, tout du long et qui n'est jamais écorchée et jamais, augmentée par les gens et donc en fait, si vous et moi, on était racontés par 10 personnes de notre adolescence, de toute notre vie, ça donnerait un portrait incroyablement plus riche que celui qu'on fait de nous-mêmes. Et c'est j'adore l'idée qu'on puisse être tellement différents avec chaque rencontre. Et c'est la réalité, c'est-à-dire que pour votre amoureux ou votre amoureuse, vous êtes cette personne-là. Pour votre mère, vous n'êtes pas du tout cette personne-là. Pour le marchand de légumes en bas, il vous voit complètement autrement. Et c'est vrai que le pari de Chaviré, c'est que Cléo est vue et par ceux et celles qui l'ont croisée ou aimée ou pas. Et en même temps, elle, elle reflète des autres aussi, à chaque fois, à chaque rencontre. Elle reflète ce qu'ils ne savent pas qu'ils sont, c'est-à-dire effectivement, parfois leurs manquements, parfois leur lâcheté, parfois leur faiblesse. Euh, Elle a cette capacité de refléter les autres aussi. Et puis, alors ça, je vais faire un crime de lèse-majesté par rapport à une autrice que j'aime énormément, Simone de Beauvoir, mais finalement, au cœur de Chaviré, il y a la survie, parce que quand même, c'est une histoire de vie. Cléo, Betty, l'autre petite fille, survivent. Et donc, au cœur de Chaviré, il y a vraiment, on ne naît pas vivante, mais on le devient. C'est-à-dire, elle devient vivante, Cléo. Elle est morte à 13 ans. Mais à la fin, enfin, pas que je raconte la fin, mais bon, ça se finit pas mal. Je pense qu'autour de la table, je vais dire, il y a quand même Vous l'avez beaucoup de lu? gens, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, mais bon, on va effectivement laisser leur chance et leur bonheur à venir à ceux qui ne l'ont pas encore lu. Alors, si on revient un peu sur ces 80 premières pages, je dirais que vous parliez de Nadia comme étant le roman de l'enfance. Là, on est quelque part dans le roman de l'adolescence, en fait. Oui, Quelque chose de très fort, je trouve, dans le roman, c'est effectivement cette figure de l'adolescent pour qui tout est possible. Ses tout est rêves, possible. ils sont là et il faut qu'elle les accomplisse, quoi. Et, Oui, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand on est adolescent, on n'a pas le temps. Et donc, effectivement, quand Cléo euh, va rencontrer sa mauvaise Cathy, fée, d'une certaine façon, hein, Cathy, qui fait miroiter la bourse pour devenir danseuse, et puis l'accession à une autre classe sociale, et puis l'accession au beau, à un Paris qu'elle ne voit jamais parce qu'elle habite en banlieue, etc. Elle, pourquoi ça ne serait pas vrai? Pourquoi ça ne lui arriverait pas? C'est ça aussi. Effectivement, pourquoi ça ne serait pas vrai? Et évidemment, ce n'est pas vrai. elle dit, enfin, c'est pas, ce sont pas ces mots, mais le futur ressemblait à une ivresse, quoi. Je crois que c'est vraiment ça qu'elle vit. Et nous, lecteurs, on est dans une position très difficile parce que on a envie de sortir de notre rôle et d'arriver, de monter sur scène et de dire attention, attention, Oui, tu vas te casser la figure, quoi. oui, c'était quelque chose auquel je tenais vraiment, c'est que le lecteur ait une longueur d'avance. Euh, le lecteur sait que Cléo va plonger dans un abîme, il le voit, et il y a dans Chaviré plusieurs niveaux de langage, c'est-à-dire que tout ce que Cathy dit et tout ce qu'elle fait comme geste est en italique, et c'est la langue de la prédation. Et effectivement, quand on le lit, on est prévenu, voilà, le langage de Cathy est une mise en scène, et c'est toujours la même mise en scène. Et donc, vous parliez, le deuxième aspect qui me semble
très, très important, effectivement, vous l'avez évoqué, cet aspect social du roman, en fait, qui est effectivement par Cathy, donc sa mauvaise fée, elle accède à quelque chose qui lui était absolument interdit, un peu inconnu, c'est pas interdit, c'est inconnu. Inconnu, c'est vraiment, c'est vrai qu'au centre de Chaviré, il y avait cette notion d'invisibilité, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des danseuses invisibles, des danseuses qui font des corps, mais il y a cette classe sociale un peu invisible. Il n'y a pas de, pour les parents de, excusez-moi, je bois, pardon. C'est terrible. Oui, à force de parler tout le temps comme ça. Les parents de Cléo sont pas précaires, mais il y a cette inégalité de l'accession à des lieux culturels. Pour eux, la culture, elle passe par la télé. Et la culture, ça va être Champs-Élysées, ça va être Drucker qui va permettre à Cléo de devenir danseuse. Parce que c'est comme ça qu'elle va avoir accès à la danse, elle. Enfin, à la danse qu'elle souhaite. Et du coup, c'est vrai que c'est un débat auquel elle sera confrontée bien plus tard avec son amoureuse Lara. Il n'y a pas un moment dans la vie de Cléo où sa classe sociale ne lui est pas renvoyée dans la figure. Parce que même, j'ai envie de dire même, ou peut-être surtout si je suis méchante, mais face à une jeune militante de gauche très consciente de tout, elle va se retrouver jugée. Elle ne dit pas le bon mot, elle ne parle pas tout à fait un français tout à fait correct, elle n'aime pas la bonne danse, elle ne pratique pas la bonne danse, elle n'a pas les goûts musicaux qu'il faut quand elle est au lycée. Sa classe ressortira tout le temps. Et je tenais vraiment à ça parce que il y a ce sentiment d'illégitimité. Ça va me... D'illégitimité. Ah oui, ça y est, ça vous arrive des fois, vous voyez le mot, vous ne savez plus dans quel sens il est. C'est maintenant. Pardon. Et donc, oui, elle se sent illégitime, ce qui est quand même malheureusement plutôt le propre des jeunes femmes que des jeunes garçons. Et enfin, il y a quelque chose oui, il y a quelque chose pour moi qui est extrêmement quand même à l'œuvre là-dedans. C'est difficile de se sentir légitime quand on vient d'une classe sociale qui ne vous a pas appris à parler de vous, qui ne vous a pas appris à, à vous mettre en valeur, en scène. Et Cléo, elle arrive un peu comme ça, elle est offerte comme ça. Oui, elle a un ami qui s'appelle Jonas, il est formidable, mais il pense qu'elle a très mauvais goût, à la Mylène Farmer et Jean-Jacques Goldman. Et encore une fois, il va y avoir en permanence quelque chose qui la renvoie à son passé, en fait, tout le temps. C'est passé. Alors, il y a donc c'est peut-être pour ça que vous avez, c'est la banlieue d'où je viens, Vincennes et Fontenay, mais quelque part, je dirais que ce sont des banlieues, Fontenay un petit peu plus populaires, mais ce ne sont pas des banlieues, et Vincennes un peu plus bourgeois. Donc, ça permet d'être un petit peu entre deux milieux, dans une classe vraiment intermédiaire. Je crois que c'est une classe, oui, vous avez raison, quoique Vincennes, dans les années 80-90, ça n'était pas le Vincennes de maintenant. Et Fontenay, oui, le Fontenay aussi, des grands ensembles, enfin voilà, le Val de Fontenay. C'est pas la misère, c'est effectivement dans Chaviré, c'est pas ça dont il est question. C'est vraiment quand je parlais de légitime ou pas, il faut se sentir autorisé à aller à l'Opéra Garnier. C'est pas une question d'argent. Il faut oser rentrer dans un musée. Et ça, elle le sait, Cléo. Et j'avais vraiment envie de parler des danseuses de revue, des danseuses de télé, parce qu'il y a ce jugement qu'à un moment donné, elle renvoie donc à son amoureuse. Finalement, quand on méprise un spectacle comme celui du Lido, ce qu'on méprise, c'est pas tellement le spectacle, ce sont les spectateurs. Ce mépris de classe-là, qu'on peut ressentir dans certaines critiques de journaux, elle le dit, elle dit, mais alors être nue sur la scène du théâtre de la ville, c'est très classe, mais être nue au Lido, ça passe pas. Donc il y a toute cette interrogation. Et puis Cléo, quand je vous disais tout à l'heure qu'elle change après chaque rencontre, elle arrive à se défendre. Plus le roman passe et plus elle prend la parole et plus elle peut dire qui elle est. Je ne vais pas raconter.
Moi, je vois des gens qui disent des choses et je vais regarder un petit peu parce que peut-être on pourrait répondre, non? Ouais, on peut répondre moi, je voulais parler encore un petit peu Pardon. d'un point, c'est Betty, on en a peu parlé, et du fait que à un moment, donc toujours dans cette partie initiale, Chloé devient «recruteuse» entre guillemets, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, pour la Fondation Galatée, et je me demandais donc si c'était, pour vous une façon de montrer comment dans la prédation dont elle a été victime, il y a aussi nécessairement, à la limite, qu'elle ne soit pas devenue recruteuse ou qu'elle le soit devenue, une culpabilisation et une culpabilité. Et, heu, et, et je me demandais donc si c'était pas un petit peu pour nous faire sentir cet aspect-là des choses, et si le roman n'était pas aussi un roman sur la culpabilité, euh, sur l'oubli et le pardon, puisque vous en parlez également. Mais oui, 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 bien sûr que c'est un roman sur la culpabilité, sur la honte qui ne peut pas passer. Cléo, elle est vraiment, elle porte le poids de la honte, de la culpabilité, au point que ça se transforme dans un silence total. C'est un roman qui est aussi sur le temps qu'il faut pour nommer les événements qui nous arrivent. Parce que euh, le temps qu'un événement prend pour être clair, en fait, c'est quelque chose de très progressif, de très lent. Et effectivement, le fait qu'elle devienne recruteuse un petit peu à l'âge de 13 ans, c'est finalement la chose la plus perverse de la Fondation Galatée, c'est qu'à partir du moment où vous collaborez, entre guillemets, à votre propre mise à bas, en fait, hein, à votre propre agression, vous ne pouvez plus vous en plaindre. Vous êtes attaché. Et ça vaut pour énormément de choses dans nos vies. C'est ça là. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse en général, c'est que le fait qu'on taise, euh, comment dire, le fait c'est encore une fois, oui, ce qui m'intéresse, c'est les minuscules collaborations. Là, c'est une énorme collaboration. On va l'enrôler pour qu'elle se taise, en fait. Elle peut plus rien dire. Mais pour nous, en général, pour tout le monde, ce qui me passionne, en général, c'est les, j'aime les révolutionnaires minuscules. Vous parlez de révolution, moi, je suis pas très héroïne. J'aime bien les petits actes de résistance presque minuscule vraiment. Et j'aime aussi étudier dans les romans la façon dont on va se faire trébucher soi-même. Euh, voilà, examiner Alors, ça. on va effectivement donner un petit peu la parole à nos amis qui sont là et qui nous écoutent patiemment depuis tout à l'heure. On leur a coupé le sifflet, alors remarquez, on est sûr de ne pas être embêté. Mais non, non, donc je parlais dernière question, je vous promets, sur la construction avec ces petites visions un petit peu enfin oui, donc kaléidoscope, là, je fais du roman qui avance, alors avec à chaque fois quand même des petits indices qui montrent qu'on va vers un dévoilement. Donc, je ne dis pas qu'il y a un suspense associé à ça, mais il y a quand même une petite tension, des petits cailloux qui sont mis. Et donc, on ne va pas raconter la dernière scène, mais donc on va vers quand même une explication finale où pas tous les, pas tous les participants justement seront là, mais on ne sait pas qui sera là, mais il y en a qui seront Absolument. là. Ouais. Et quelque part, la scène la plus forte, je ne vais pas dire ce qu'elle contient, mais elle passe par un média qui est l'écriture, puisqu'en fait, il y a une question qui ressort d'un atelier d'écriture, quelque part, que posent les jeunes femmes qui ont enquêté donc 40 ans après, enfin 30 ans après, sur ce qui s'est passé, et réunissent un certain nombre de personnes et leur posent un certain nombre de questions. En 1990, c'était quoi pour vous, etc. Et c'est
par l'écriture que ces femmes reprennent la parole. Ouais. Donc, la question qui vient un petit peu naturellement, la vache qui rit qui est dans la boîte de vache qui rit, c'est-à-dire, vous pensez que l'écriture peut vraiment changer une vie, peut vraiment permettre de se révéler, de se trouver, de se soigner ou de se sauver. Voilà, c'est ça le… Oui, là, je ne vais pas faire ma maligne, je le pense absolument que l'écriture peut tout. Parce que même, je vais vous dire, dans les moments comme ça où on regarde, je crois qu'on est tous en ce moment un peu déstabilisés, un peu affaiblis par tout ce qui nous arrive et puis tout ce qu'on regarde. Et parfois, ça m'arrive de me dire qu'il nous reste la lecture, il nous reste l'écriture. Je sais que ça a l'air un petit peu bête, mais ça, moi, je crois que ça peut tout. Ça peut tout. Et j'aime énormément la phrase de Derrida, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut pas le taire, mais il faut l'écrire. C'est oui, bien sûr. Et vous savez, c'est drôle parce que je n'avais pas réalisé ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est l'écriture qui, qui est à l'œuvre à la fin. Je pense, enfin, je viens de le comprendre. Merci. Vous savez, on ne sait pas ce qu'on écrit. C'est vraiment quelque chose de clair, hein. Il y a une grande part d'inconscient. Enfin, à moins que je sois vraiment très, très, très atteinte et que je… Je ne pense pas. On va donc peut-être rouvrir les micros, rouvrir vos micros si vous avez des questions, des remarques, des commentaires à faire. Je vois Il y a un une main de commentaire. Romain Carayol, c'est ça? Hop. Je lis la question. Ah, J'ai justement été frappée par la fin qui est beaucoup plus optimiste et moins brutale que vos précédents romans, en particulier Les Oiseaux, et de ça je me console. Est-ce une évolution de votre écriture, une rupture? Oui, oui, c'est vrai, elle est beaucoup plus optimiste. Mais je pense que chaque narration contient sa fin. Moi, la fin, je l'ai très vite, alors que je n'ai pas le début. Alors, le début, quand j'écris, en fait, j'écris et après, à l'intérieur du roman, je trouve le début. Alors que je sais très souvent comment les choses vont se clore. Donc, je dirais que chaque personnage contient aussi son départ de l'histoire, sa résolution. Donc, il y a quelque chose aussi où oui, je n'ai pas envie de désespérer, je pense. Et de désespérer les autres, je voulais dire. Mais moi, j'ai désespéré, Madame Lafont. Quand j'ai lu De ça, je me console, ça me désespère la fin. J'ai Oui, envie qu'il y ait une suite. On a envie de les retrouver. On a envie de retrouver oui, tous les c'est personnages vrai. qui ont disparu. Mais je suis d'accord. Il faut faire une suite. Je vous engage à faire la suite. J'ai pas le talent. Je suis désolé. Il faut essayer. Merci. c'est comme les Merci en figures tout en cas. danse, il faut essayer et s'entraîner, c'est ça? Mais oui, mais oui. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que j'aimerais bien juste évoquer rapidement. C'est, vous parliez de la danse et du mouvement, et évidemment, je suis d'accord avec vous, mais je voulais dire qu'il n'y a pas que la danse dans l'écriture d'un personnage, et ça, je crois que je dois ça à mon père, qui était donc un spécialiste de Diderot. Ce que j'ai appris, c'est une construction du personnage à travers son corps, à travers ses gestes et à travers son décor. C'est-à-dire que, et en fait, je dis ça, c'est un peu difficile parce que je ne vous vois pas, mais s'il y en a qui écrivent parmi vous, je vous suggère, pas je vous propose parce que vous faites ce que vous voulez, mais je vous suggère quand vous faites un personnage, de ne pas décrire comment il se sent et comment, voilà, sa psychologie, mais au lieu de ça, d'observer comme quand vous rentrez dans l'appartement de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quels sont ses livres, quelles sont les tasses de thé, de s'attacher à découvrir
vous savez, c'est comme ça qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, on regarde chacun des indices. Et voilà. Et donc, j'aime bien décrire aussi la façon dont les gens s'assoient. C'est pour ça que je parle de corps, la façon dont les gens marchent. Ça apprend beaucoup sur les personnages. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Formation. Ouh là là, alors ça, c'est un sujet en soi qui est intéressant. C'est-à-dire, je pense être une des rares écrivaines qui n'a pas fait d'études de lettres, ni d'études supérieures, sauf si on pense que moi, pour moi, la danse, ce sont des études supérieures. Alors, c'était je voudrais encourager tous les gens qui vivent en zigzag et en errance parce que j'ai toujours écrit. Ça, c'est une grosse banalité, mais à 7 ans, j'écrivais déjà. Donc, j'ai toujours écrit. Ça a toujours été. Mon père pensait que j'étais graphomane. Donc, vous voyez, j'écrivais beaucoup. Mais j'ai beaucoup erré. Beaucoup. Et je sais qu'on n'est plus du tout dans un monde où on peut errer. Mais je vous encourage à errer un peu et à vous tromper. Et donc, j'ai jamais eu un plan de carrière. Je me suis pas dit, ah, je vais être écrivaine et puis ça sera comme ça, comme ça. J'ai écrit, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et à un moment donné, c'est devenu une nécessité. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été publiée tout de suite et qu'il y a eu des lecteurs aussi. Mais aujourd'hui, même si ça a été très compliqué, un petit peu compliqué, mais aujourd'hui, je ne suis pas mécontente d'avoir erré. Alors, c'est peut-être le moment de parler de la musique et de la chanson, puisque Ben oui, dans ces errances, il y a eu, il y a eu la musique, et il y a peut-être encore, et il y aura sans doute, j'espère peut-être, encore, peut-être. de la musique et de la chanson. Donc, quelle Ouais. place ça a pris dans votre vie, comment c'est venu, et quelle complémentarité, différence avec l'écriture? Mais c'est venu, en fait, c'est venu à la suite de la danse où à un moment donné, vers 20-22 ans, j'en pouvais plus du monde de la danse. C'était depuis l'âge de 6 ans, je ne connaissais que ça. C'est un monde un peu clos, un peu dur. Et j'ai commencé à écrire des chansons. Et je suis partie dans une école du spectacle à New York, en fait, pendant un moment où j'ai été obligée de faire de la musique et du chant et de tout, alors que voilà, j'étais pas forcément tout à fait au courant qu'il fallait tout faire. Et, et voilà, et j'ai eu une grande passion pour la musique en groupe. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'écriture, de la solitude, j'ai eu une grande passion pour les groupes. Et oui, j'ai fait 2 albums et ça a été une autre partie de vie encore vraiment passionnante, ce rapport à l'autre, ce besoin de l'autre, parce que moi, je ne suis pas du tout multi-instrumentiste et donc j'ai tout le temps besoin des autres. Mais je monte toujours sur scène, même si je ne fais pas d'album. Et oui, puis la musique, c'est le rythme et l'écriture, c'est absolument le rythme. D'ailleurs, Absolument. dans votre premier roman, Une fièvre impossible à négocier, il y a des ponts qui sont Oui, ouais. lancés, puisque voilà, il y a des extraits de paroles de chansons et de. Et puis j'aime toutes les écritures, c'est-à-dire que à l'instar de Cléo, je pense que les chanteurs qu'on aime sont des poètes et que je fais pas Oui, je me méfie des hiérarchies. Julien Clerc égale Hölderlin, c'est ça? Non, mais Là, vous êtes un peu dur. non, mais attendez, moi, non, mais alors là, moi, on est toujours le beauf de quelqu'un, et moi, je suis tout à fait beauf, et j'aime bien Julien Clerc, hein, voilà, il Et y a moi, je aucun ne dis problème. rien, parce que moi, vous Voilà, savez, j'aime Mylène Farmer, donc il n'y a pas, voilà, donc voilà, non, mais non, y a pas de problème. on a tous, c'est l'émotion qu'on Oui, oui, possède, oui, oui. et elle vient par des voies, les voies de l'émotion sont impénétrables aussi. Voilà, donc, Absolument, non, non, je ne vais pas commencer à me contredire. Moi, j'aime Jodassin pour compléter la Ben série. oui, ben voilà, Je c'est suis. ça. moi aussi. Des questions peut-être. Julie, tu as. Alors, Julie, par rapport aux gens qui sont sur Facebook, pour ceux qui ont connu Nadia Comaneci et qui ont connu les dossiers de l'écran, c'est un peu Armand Jameau, et comment il s'appelait le gars qui était au standard, Guy Darbois. Guy Darbois au standard, est-ce que vous avez. Alors, tu aurais pu Je dire vois la des petite jeunes phrase qui quand hochent j'étais parce que plus jeune. ça n'évoque absolument rien pour eux, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, non, je fais la petite voix aussi. Je sais, on n'a pas énormément de questions, comme quoi Fabrice et Lola, vous avez répondu, je pense, à beaucoup de questions au vol. On a
des jolies réflexions quand même, notamment Amandine sur Facebook qui vient d'écrire bravo de mettre en avant ce droit à l'errance dans un parcours de vie. Donc c'est vrai que c'était très joli et elle le souligne. Et puis sinon, Marie Loulou qui est avec nous sur Zoom, si je ne me mélange pas les pinceaux, qui vous remercie pour cet essentiel qui nous touche et qui trouve que c'est un très beau livre. Alors après, on a pas mal de petites choses comme ça, mais s'il y a des questions, en fait, je vous invite, comme Romain tout à l'heure, à les poser maintenant. Vous pouvez désactiver le micro et poser votre question à Lola si vous le souhaitez. Et sur Facebook, allez-y, je regarde les questions et je les relayerai si vous en avez. Avant que Fabrice ait une question en plus, puisque Fabrice est intarissable. Sur le rôle des définitions qui sont en exergue oui. une page. Voilà. D'abord, est-ce que c'est des vraies définitions du dictionnaire? Est-ce que c'est vous qui avez fait votre propre définition et puis le rôle? Dans Chaviré? Oui, dans Chaviré, oui. Mais je vous demande parce que j'en fais très souvent en fait. Je me suis rendu compte que c'était un vrai, c'est quelque chose qui revient très souvent, un besoin de définition. Alors oui, dans Chaviré, ce sont les définitions du dictionnaire. Et en fait, la raison d'être de ces définitions dans Chaviré, c'est cet ébahissement de Cléo face à Cathy, qui lui balance des mots non seulement qu'elle ne comprend pas, très clairement, elle ne les comprend pas, mais aussi les mots ont plusieurs sens. Et le lecteur, lui, il y a toujours cette double focale. J'ai envie de dire que vous êtes à la fois avec Léo qui doit rechercher le sens et qui doit interroger le sens de ce qui lui est présenté. Et en même temps, vous savez que se détendre, vous, comme adulte, vous savez que la définition, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas, vous savez que la maturité dont parlent les jurés, les faux jurés de la Fondation, vous savez. Mais voilà, donc il y a un jeu effectivement avec les différents sens des mots. Et si je vous parle de différents, si je vous ai demandé pourquoi, dans quel roman, pardon, c'est que dans mon premier roman, il y avait un dictionnaire où, à l'inverse, je redéfinissais des mots vus par l'héroïne Landra. Et donc là, les définitions étaient totalement différentes. Et voilà, elle redéfinissait les mots. Alors moi, c'est mon dernier livre, je ne l'ai pas encore lu. C'est le seul qu'il me reste à lire. Et j'avoue qu'après ces échanges, j'ai très envie de me précipiter demain à la librairie des Boutiques pour aller le chercher. Donc je vous remercie parce que vraiment, c'est très intéressant. Donc j'ai hâte. Merci à vous. Ça fait plaisir, je le dis au début, mais ça fait plaisir de voir des lectrices et des lecteurs. C'est chouette. Et des libraires. Nous aussi, on est contents parce que ça nous manque. Oui. Ça nous manque les rencontres. Mais oui. On va peut-être une dernière question. Alors, sur la poésie, parce qu'il y a un de vos livres, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, que j'ai trouvé magnifique et où il y a effectivement des citations de poètes, Emily Dickinson, Baudelaire, Sylvie Plath, Rimbaud, Lautréamont, enfin plein d'autres. Donc, je voulais savoir quelle place elle tient dans votre vie, et j'ai trouvé qu'il y avait aussi un lien avec, alors je ne sais pas s'il faut parler de révolte existentielle, de révolte qui est à la fois une révolte politique et une révolte existentielle, qui semble dire enfin l'homme n'est pas fait pour ça en fait, et qui s'exprime à la fois à travers l'action politique et la poésie. Alors, vous avez tellement tout dit, là, en fait, j'ai envie de vous dire oui. C'est difficile, mais vous avez dit quelque chose de très beau. En fait, l'homme n'est pas fait pour ça. Mais enfin, on n'est pas fait pour ça. On pourrait le dire toute notre vie. On n'est pas fait pour ça, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait avoir à l'esprit souvent. Hein, et je ne sais pas.
je ne sais pas oui, bien sûr que la poésie a une grande place dans ma vie, mais je n'aime pas l'idée de la poésie et le roman et la chanson. Vous savez, il y a des romans où vous allez détacher quelques phrases et c'est le plus beau moment de poésie. Et puis, vous avez pareil pour des chansons. euh, euh, si Barbara, c'est pas de la poésie, alors vraiment, voilà. Euh, oui, bien sûr que la poésie, les images ont une place immense dans ma vie. Et je vois une question sur Facebook. Vous avez évoqué des images. Quelle influence ont-elles eu sur l'écriture? Des vraies images ou des images mais je suis hyper visuelle, donc comme je disais au début, je crois qu'il faut regarder, regarder, regarder et noter. Il faut regarder vraiment de façon différente. Il faut se décaler un peu. Je crois vraiment que écrire un personnage, écrire une situation, vouloir faire une narration, c'est bien de se décaler un peu. Parce que si je pense que le roman, c'est vraiment peut tout contenir, c'est-à-dire que pour chavirer, j'avais pas envie de laisser seulement à l'essai et au récit euh, la prédation sexuelle, par exemple. Je pense que ça peut être dans un roman, je pense que la politique peut être dans un roman, je pense que le décret de Ceausescu peut être dans un roman, qu'un échange de mails peut être dans un roman, tout peut être dans un roman. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est de ne pas regarder les choses de face uniquement. Non, il faut les regarder un petit peu de côté, il faut se décaler. C'est peut-être un conseil pas très concret, mais pour moi, vraiment, c'est important pour écrire. Alors, est-ce que peut-être pour finir cette rencontre, vous nous lisez un petit extrait de Chaviré? Oui, Ça convient à tout le monde, hein, s'il n'y a plus de ça vous va? questions. Je peux faire juste un petit commentaire avant. Oui, Moi, je voulais vous remercier parce que je trouve que cet échange a adouci un peu la lecture que j'ai beaucoup aimée de ce livre, mais qui a une certaine quand même rudesse par rapport à l'histoire, à l'humanité qui n'est pas toujours très positive, enfin, c'est un peu rude. Enfin, moi, ça m'a bouleversée, et je trouve que cet échange avec vous, avec le groupe, adoucit, enfin, ça donne un autre regard, et du coup, peut-être que je relirai ce livre et, et j'y verrai autre chose. Donc, je vous remercie pour Merci à vous, c'est votre... une super remarque. Enfin, merci. Voilà, merci. Je crois que Fabienne ou Marie ou Nicole, je ne sais pas si c'est Fabienne ou Nicole, Césarée voulait dire quelque chose. Oui. Vous avez levé la main, mais c'est peut-être une... elle se grattait les cheveux, c'est juste. Non, je ne levais pas la main, c'était une réaction à est-ce que c'est moi, pardon. c'était OK. Pardon. Ah oui, c'est pas pareil du tout. Hein. C'est le plus. Non. Donc, Vous imaginez franchement en une année comme on a changé. En fait, maintenant on doit. Mais c'est fou hein, quand on y pense. Ouais. Ah bon. Donc, est-ce que je lis un extrait ou... allez-y, oui. Ok. Si ce film se fait, écrit Enid à Elvire plus tard, quand elles se sont réfugiées dans leur appartement respectif, il ne pourra s'agir d'un portrait d'héroïne. La célébration actuelle du courage, de la force, met mal à l'aise. Ce ne sont que femmes puissantes qui se sont débrouillées seules pour s'en sortir. On les érige en icônes, ces femmes qui ne se laissent pas faire. Notre boulimie d'héroïsme est le propre d'une société de spectateurs rivés à leur siège, écrasés d'impuissance. Être fragile est devenu une insulte. Qu'adviendra-t-il des incertaines, de celles et de ceux qui ne s'en sortent pas ou laborieusement, sans gloire? On finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement que l'on conspue. La force, le pouvoir, vaincre, gagner. Le système Galatée ne disait pas autre chose que la meilleure gagne. L'affaire Galatée nous tend le miroir de nos malaises. Ce n'est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit, mais ce à quoi nous consentons qui nous ébrèche.
ces hontes minuscules, de consentir journalement à renforcer ce qu'on dénonce. J'achète des objets dont je n'ignore pas qu'ils sont fabriqués par des esclaves. Je me rends en vacances dans une dictature aux belles plages ensoleillées. Je vais à l'anniversaire d'un harceleur qui me produit. Nous sommes traversés de ces hontes, un tourbillon qui peu à peu nous creuse et nous vide, n'avoir rien dit, rien fait, avoir dit non parce qu'on ne, pardon, avoir dit oui parce qu'on ne savait pas dire non. Alors, dans une rencontre normale, on applaudit à ce moment-là, mais là, on peut le faire, mais sans micro, c'est plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup, bravo Lola. C'était un très beau passage de ce très, très beau roman. Alors, je crois, sauf si Fabrice… Je te laisse Voilà. finir, conclure. Bah, déjà, je voulais donc vous remercier tous d'être là parce que pour notre première rencontre entre Facebook et le Zoom, on a été une petite soixantaine. Donc, je pense que c'est quand même très sympa. Oui. Merci de votre fidélité, merci d'être là. Et puis, j'ai omis au départ quand même, je voulais remercier Marie Desmeurs, donc éditrice chez Actes Sud, qui est avec nous. Voilà, et puis les autres personnes de chez Actes Sud qui sont là un petit peu discrètement. Et puis, je voulais aussi une petite olé de la belle équipe de dédicaces là, qui nous suivent depuis le magasin, qui ont tout fermé à 19h et qui sont dans les rayons. Et qui suivent ça. Donc, pour rebondir un petit peu sur, ça y est, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, je suis perdue. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le prix, donc voilà, on a 6 livres qui ont été sélectionnés par les 13 librairies de l'association, donc Libraires en Seine. Donc, ce sont les libraires qui ont fait cette sélection. Et puis, depuis le mois de janvier, ce sont vous, les lecteurs, qui les lisez et qui vont le 15 juin, donc c'est bientôt. Non, le 15 mai. Le 15 mai, ça approche à grands pas, voter. Et puis, le 5 juin, justement, nous vous annoncerons… on espère en présentiel, mais Ah oui, ça serait bien. ce serait bien, mais on verra, on ne sait pas. Mais nous vous annoncerons donc le vainqueur ou la grande gagnante. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas. C'est Anne-Béatrice, dont c'était le dernier à lire. C'est très bien, c'est très bonne lecture à vous, Anne-Béatrice. Je m'empresse. Oui, voilà. Et puis, en fait, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine rencontre. Donc, merci Lola et Fabrice d'avoir Merci à vous ouvert le tous, bal vraiment. avec… Merci Fabrice pour les Merci. questions. Et merci, Merci. Julie. Oui, pour la petite voix. Non. Et je vous donne rendez-vous mardi, donc avec Colline Niel, ou Colin Niel, on va dire C'est un Colin c'est Niel, un français. Colin. donc il a écrit Entre Fauves, qui fait donc partie des 6 finalistes également, et qui sera interviewé par Stéphanie de la librairie Au Pays des Livres à Colombes. Donc, pas la même heure, ce sera 18h les prochaines, mais même lieu, hein, Facebook ou Zoom. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir les liens pour pouvoir vous inscrire sur le Zoom. Alors, je m'adresse à ceux de Facebook qui sont sur Facebook. Et voilà, mais je vous remercie infiniment. Je crois, Fabrice, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose de fondamental ? Non, remercier tout le monde, mais tu l'as déjà fait. Remercier Lola. Donc je pense que, merci beaucoup, bravo. Et à mardi. Voilà, à très bientôt. Et à mardi, on espère. Merci. Merci. À mardi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci. tout le monde s'en va. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est gentil, merci. Marie, merci à tous. À très bientôt. Voilà, à bientôt. On pourra retrouver ce sera on les remettra sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, hein, pour ceux qui
qui ont loupé. Vous pouvez le dire autour. Ceux qui sont là, ceux qui t'écoutent. Salut Nolwenn. Ils sont là en cours de route. On a eu des arrivages en cours de route, je pense. Oui. Des impératifs de travail, donc vous pourrez Après, sur Facebook, il y a une façon de voir le nombre de contacts instantanés. Enfin, il y a un truc où on est, parce qu'on doit être peut-être. Là, on est 22, mais nous sommes montés à 38. Ouais. Voilà. Visionnage en direct. Ouais. Donc c'est bien. Et vous êtes resté bien du début à la fin, à peu près 28. Ouais, c'est cool. Voilà. Et nous, on a fait comme pour une rencontre avec un auteur. On a mangé, on a bu. Ah ben d'accord. Quand je suis pas là. Bah écoute, on s'est dit c'est l'occasion. On fait comme si c'était une rencontre. On se fait un petit pot et puis voilà. Il avait ouvert une bouteille de vin. Le Saint-Véran qui était au frigo, ouais. Ah ben super. Voilà. On arrive. Je vais m'en ouvrir une ce soir aussi. Voilà, super. En présentiel à nouveau. Ouais. Eh bien, je vais mettre sur la réunion. Merci tout le monde. Salut. Bonne soirée. À tous, bon appétit, bon apéro.